Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. À partir de 12h55, réforme des retraites et réforme de l'audiovisuel public. Deux projets du gouvernement en ce moment. Un double mouvement social aussi qui traverse la France et Radio France. Nous en parlerons avec notre invitée spécialiste des médias et de la démocratie, l'économiste Julia Caget, qui sera avec nous dans la deuxième partie de la grande table. Mais d'abord, le dessinateur Juanjo Guarnido. Il vient de recevoir le prix Landerneau de la bande dessinée pour Les Indes fourbes, sorti en août dernier aux éditions Delcourt. Un travail de titan réalisé avec le scénariste Alain Hérol. Il est tout de suite notre invité pour nous en parler, à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Le héros des Indes fourbes est un anti-héros, une sacrée fripouille. Il s'appelle Don Pablos de Ségovie et ne jure que par le vol et le mensonge pour s'élever. L'histoire commence et s'achève à la cour d'Espagne. Pablos est en réalité né au XVIIe sous la plume de Francisco de Quevedo dans El Buscón. Notre invité donne une suite à son histoire aujourd'hui en réalisant le voyage vers les Indes que Pablos n'avait pas fait dans ce livre et qu'il aurait rêvé de faire. Bonjour Juanjo Guarnido. Bonjour Olivia. Merci à vous d'être avec nous. El Buscón, c'est un livre que vous avez découvert il y a longtemps? Très longtemps, on l'étudiait à l'école et au lycée en Espagne. J'avais lu des passages à l'époque et puis après, pas longtemps après avoir fait mes études, je l'ai lu en entier. C'est une de mes lectures préférées. C'est de l'humour noir avant l'heure. C'est drôle, c'est plein de fantaisie et c'est plein d'esprit. En plus, Quevedo, c'est vraiment une des figures essentielles des lettres espagnoles. Parce que nous, on connaît tous Don Quichotte, un peu moins quand même Quevedo, un peu moins son El Buscón. Hein. Ah, mais là, on fait grincer les micros en fait, parce que on a des nouveaux micros. Il faut que je vous les présente. Et il est toujours bien de se tenir un tout petit peu loin d'eux, parce qu'ils attrapent tout ce qu'ils ont autour. Même une mouche qui vole, ils savent la saisir. Voilà, et ils sont très sensibles. Ils ont ce petit cou tout gracile qui grince dès qu'on le touche. Est-ce que là, vous êtes bien? Très très bien. Bon, on est très bien. Un petit peu, c'était le réflexe de s'approcher du micro. Vous avez bien fait. Merci. Je vous disais qu'on connaissait très bien Don Quichotte, un peu moins El Buscón. Qu'est-ce qu'il représente dans la littérature espagnole, dans vos imaginaires? Quevedo, c'est vraiment un des sommets des lettres espagnoles. Il y a un quintet d'auteurs, dont Cervantes et Quevedo, qui constituent le siècle d'or de la littérature baroque. El Buscón, la vida del Buscón, c'est un peu aussi le sommet de ce genre très espagnol qui est la littérature picaresque, le roman picaresque. On va y revenir parce qu'il y a des codes assez particuliers, voir si vous les avez repris ou pas pour cette bande dessinée. Il avait déjà été représenté, ce Pablos, ou jamais encore. Est-ce qu'il vous a fallu, à vous, le dessinateur, lui trouver un visage, des traits de caractère, une attitude? Oui, complètement. Vous êtes parti de rien? Je suis parti de rien exprès parce que je sais qu'il y a eu un film que je n'ai pas vu et que j'ai choisi de pas voir. Je voulais pas avoir un a priori sur son physique et dans le livre, il n'est pas décrit. Donc voilà, on partait sur la prémisse du héros dont on voulait raconter l'histoire et qu'on voulait présenter au public pour qu'il s'y attache. Après, c'est pas facile. Un personnage qui a un fripon, il faut user des arguties, des narrateurs pour que le lecteur, l'audience s'attache à l'anti-héros. Ce qui, somme toute,
est tout à fait possible, comme on s'attache à plein d'interros de cinéma et de séries télé et de littérature. Voilà, on peut utiliser de tous ces artifices. Et le physique, voilà, ça a été difficile à trouver parce qu'il fallait que ce soit, comme je dis, attachant et que aussi on voit en lui en même temps le gars qui est un fourbe, mais aussi un gars qui est avant tout équivoque, très équivoque. Et vous lui avez choisi un physique élastique. On le voit notamment au moment où il se fait très rapidement, au début de la bande dessinée, jeter du bateau. Il est très souple, il est aussi très expressif, et ça dès l'enfance. Un air plus taquin peut-être que son frère, qui lui a hérité de leurs parents avec un air un peu plus méchant. Est-ce qu'il vous ressemble un peu, ce Pablo, s'il a les cheveux bruns comme vous, le visage peut-être un peu Non, plus non, non, non. émincé? Lui c'est un maigrichon. Moi, je suis un joufflu, donc vraiment, c'est pas du tout le même type. Et quand ils sont enfants, effectivement, la famille, c'est une famille d'affreux, et même son petit frère qui est plus petit que lui, qui doit avoir 7-8 ans, il a déjà dans le scénario, il décrit un diablotin à l'air torve. C'est ça. Est-ce que vous avez repris dans la bande dessinée tous les éléments constitutifs du roman picaresque? Et si oui, ou non d'ailleurs, quels sont-ils pour nous expliquer ça? Oui, Alain Hérol, il a fait tout un travail de recherche, comme il fait toujours pour chacun de ses ouvrages. Pour celui-là, il avait déjà lu El Lazarillo de Tormes, qui est une autre pièce clé de la littérature picaresque. Et dès qu'il a lu El Buscón, il m'a dit c'est bon, il y a la matière, parce qu'on avait trouvé cette idée d'en faire une suite ensemble quand on évoquait le Quichotte, et lui il avait vu en Amérique latine un tableau de Don Quichotte chez l'habitant quand il logeait à Quito, et du coup ça lui a suggéré des images de Don Quichotte, d'une aventure de Don Quichotte dans les Indes, au Nouveau Monde, à l'altiplano, à chasser des troupeaux de lama, ou dans la jungle amazonienne. Ça aurait été sympa, mais bon, moi j'ai proposé, pour rester fidèle à l'intention de Cervantes qui a donné mort à son personnage, d'utiliser cet autre personnage que je trouvais évidemment moins connu que Don Quichotte pour le public, notamment le public français, mais tout aussi intéressant. Et comme il a dit, comme il a constaté dès la première lecture d'El Buscón, il est largement assez jouissif. Il y a de la matière, il y a de quoi faire un roman très intéressant. Et en plus, tout comme le Quichotte lui avait évoqué des images en se disant un fourbe picaresque, Amérique, au Nouveau Monde, en Amérique, Sergio Leone. Lui, il a pensé à quelque chose du style spaghetti western avant l'heure aussi. Et donc on retrouve tout ça, et cette idée des fourberies, de l'humour, de l'aventure aussi, parce que ce personnage va en vivre énormément, des retournements. Le scénariste Alain Hérol s'est amusé à bâtir un récit à tiroir sans jamais perdre son lecteur. C'est ça aussi, c'est l'art de la digression et du rebondissement. Il y avait tout pour en faire une série, et vous êtes l'un comme l'autre habitués des bandes dessinées en série. Pourquoi ce format unique ? Parce que cette histoire en particulier, on était convaincus tous les deux, intimement persuadés que c'était le bon format. Pourtant, l'éditeur, effectivement, nous a aussi encouragés à le développer sous forme de diptyque. Il faut dire aussi qu'au début, il ne devait pas être aussi étendu. Il était prévu qu'il fasse une 80aine de pages, sauf qu'à la fin, il en fait le double. Il en fait 160, oui, exactement. 159. Et du coup, effectivement. Pourquoi vous vous êtes laissé entraîner, vous, par votre crayon, par le dessin ? Par notre personnage aussi. Il devient de plus en plus ambitieux dans le récit, et nous, on a été contagiés de son ambition, mais aussi d'un côté d'une passion qui nous a habité pour faire ce récit. Il vous a contaminé par son ambition. Il vous a occupé la tête combien de temps, ce personnage, Guajardo ? 10 ans en tout, depuis le début du projet. Ça fait à quelques jours près 10 ans exactement
qu'on a eu cette idée, que Alain a commencé à écrire les premières notes sur le scénario. Ça s'est développé pendant des années, le scénario a pris diverses formes, la forme du récit à tiroir est venue un peu plus tard, et ça a fait du roman ce qu'il est, quoi. Quelque chose de très baroque aussi dans l'esprit narratif. 10 ans, ça veut dire que maintenant qu'il est là, vous l'avez mis de côté ou vous savez déjà que vous le retrouverez? Oui, j'ai oublié de dire que moi j'ai passé 3 ans et demi à faire le dessin, ce qui est beaucoup, mais bon, c'est un album, un gros album à forte pagination. Et par contre, l'histoire est autoconclusive, c'est ce qu'on appelle un one-shot. C'est pour ça aussi qu'on voulait boucler en un seul album, et on avait conscience du côté assez extraordinaire de ce projet. Donc, on a insisté auprès de l'éditeur qui nous a suivis. Monsieur Guy Delcourt a eu le courage de nous suivre dans nos rêveries et d'accepter de faire de ce livre un objet qui ressemble plus qu'à une édition courante, à un tirage de luxe. Et qui vient d'être donc consacré par un premier prix, ce sera sûrement pas le dernier, le prix Landernau de la bande dessinée en novembre dernier. Résultat, c'est un livre dantesque, c'est un livre cruel, c'est un livre baroque, c'est loufoque aussi. On va écouter les mots de votre scénariste Alain Hérol, connu pour sa série par ailleurs de Cap et de Croc, chez Delcourt également, raconter l'intention de départ pour lui, ce qu'il a voulu offrir au lecteur. Faut, disons, amadouer le lecteur, l'amuser, l'intéresser, le captiver, et je crois avant toute chose lui faire aimer le héros. À partir de là, tout est possible. Il faut quand même rester crédible, mais ça, la crédibilité, ça vient d'une foule de petits détails, ça vient déjà de la structure du récit, mais aussi d'une foule de détails, des petits détails qui sont œuvrés. C'est pour ça que même si ce récit est très fantaisiste et si c'est une fiction, on s'est beaucoup documenté sur l'époque, sur les lieux. On a tout mis en œuvre, que ce soit à travers le dessin ou à travers le scénario, pour restituer un univers crédible qui puisse entraîner le lecteur, ou le lecteur puisse s'immerger et suspendre son sens critique à un moment et accepter de devenir crédule. Voilà, Alain Hérol qui a voulu amadouer le lecteur pour qu'il accepte d'être crédule. Vous avez tout de suite accordé vos crayons, vous étiez d'accord sur ce parti pris-là, cette adresse au lecteur? Oui, la première version du scénario que Alain a écrite, disons qu'elle comprenait le premier chapitre et une partie du deuxième. C'est une histoire moins ambitieuse, mais précisément dans ce jeu hypnotique avec le lecteur, cette espèce de fourbe par laquelle on attire le lecteur, on le fait partager notre rêve et notre délire surtout, le délire du personnage. Ça me rappelle Don Quichotte, ça me rappelle la Conjuration des imbéciles, deux livres que j'associe souvent. Et ça, quelqu'un nous avait fait la remarque, il dit c'est un peu aussi les Mille et une nuits, quoi. Il nous entraîne, il nous embobine dans une série d'histoires qui s'enchaînent pour vraiment... et on est dedans, et à la limite, on sait qu'on se fait berner, mais bon, on est dans le plaisir de la fourbe et de la fallacie. C'est effectivement, il y a un rapprochement qui se fait tout de suite avec les Mille et une nuits parce qu'il se sort de toutes les situations en racontant son histoire. Hein. C'est vraiment l'art du fabuliste que vous mettez en scène à travers cette bande dessinée. Il trompe son monde, mais il le trompe surtout par la parole avec cette tchatche d'enfer qu'il peut avoir. D'ailleurs, c'est sa mère qui lui disait souvent que les mésaventures les plus cuisantes peuvent se muer sous la patine des ans en de savoureuses anecdotes. Hein. Et il a bien appris cette devise et il l'a par ailleurs gardée en tête. Ça vous a sauvé, vous, parfois, de savoir raconter des histoires, Juanro Garnido? Je suis pas tout à fait... Je suis raconteur d'histoires dans la mesure où je peux les dessiner. Quand je raconte des blagues, je ne suis pas drôle. En tout cas, ma famille me rappelle que j'ai un frère qui est beaucoup plus drôle que moi. J'ai pas d'idée de scénario, malheureusement. J'en avais des mauvaises quand j'étais jeune et ado, quand je faisais mes premières BD sans ambition professionnelle.
Mais Et on peut raconter des histoires en les dessinant. En oui, effet. c'est justement moi. Alors avec un dessin, vous vous êtes sorti d'affaires parfois? Oui, ce que je me suis découvert, c'est une capacité, c'est une certaine capacité, en tout cas une passion pour le fait de les raconter de façon séquentielle, de les raconter en images, de développer, d'étudier, d'approfondir ce langage de la bande dessinée qui est si spécial, qui est si merveilleux, si expressif et qui peut donner des produits très spécifiques, avec des émotions qui passent avec la BD et qui ne passent et qui sont différentes des émotions qui passent avec la littérature ou le cinéma. C'est spécifique, c'est différent, c'est ni mieux ni pire. Ça a souvent moins de moyens, mais ça peut aussi être très 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 beau. Sans foi ni loi, votre Pablos de Ségovie, ou presque. Ne pas crever, ne pas travailler, ce sont les 2 règles d'or de ce vaurien. Quel est son but dans la vie? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi avance-t-il? On lui pose la question dans l'histoire et finalement il cherche, comme souvent les picaros, les fourbes, les personnages du roman picaresque, de la novella picaresque, j'allais dire, à améliorer leurs conditions. Il cherche à monter dans l'échelle sociale, mais bon, le récit picaresque aussi, c'est en lui-même la confirmation que c'est quelque chose de pratiquement impossible. En tout cas, à cette époque-là, dans ce siècle-là, c'était impossible, c'était peine perdue. Et ça, il le sait, ce déterminisme-là, il en a connaissance. Oui, mais c'est ambigu. Et puis le développement de l'histoire fait qu'il y a une ambiguïté dans tout ça. Il monte dans l'échelle sociale, mais en même temps, il devient plus méchant, plus fourbe, plus faux. C'est complexe et ça se voit dans ce qu'il ressent. Et ça, c'est fantastique. C'est quelque chose qu'Alain a écrit avec une subtilité infinie. Voilà, c'est un vrai tendre et en même temps un vrai vilain, c'est-à-dire qu'il y a des périodes d'ascension et des périodes de dégringolade, de déclassement pour lui. Et quand il est au sommet, il n'a pas du tout l'intention de redistribuer et de s'occuper des plus pauvres comme il l'était auparavant. C'est pas un Robin des Bois. Hein, non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est surtout un personnage qui devient à la limite de plus en plus immoral. Il arrive à monter, il arrive à grimper, mais bon, c'est toujours au détriment des autres et il n'a pas de scrupules. Et pourtant, il devient attachant. Il nous est devenu attachant à nous, auteurs, et visiblement, il devient attachant aussi pour le public. L'œil rivé sur mes fins, j'eus toujours peu de regard pour les moyens. Comment s'étonner dès lors que l'on me crache au visage? Cela, au moins, je ne l'ai pas volé, dit-il avec pas mal d'humour toujours. Il ne redoute pas les situations difficiles. Au contraire, on dirait d'ailleurs qu'il cherche souvent les ennuis. Il y a un petit côté revanche de classe quand même hein, dans cette bande dessinée, parce qu'il aime bien se jouer des puissants, hein, votre héros. Mais il se joue aussi des humbles. Vraiment, il est individualiste à l'ultime degré et sa conscience sociale, il la voit que de son point de vue. Je ne sais pas si Alain me corrigerait là-dessus, mais voilà, il est conscient d'être pauvre, misérable, et il veut, mais il veut pas une amélioration pour les gens de sa condition, mais pour lui personnellement seulement. Il cherche son profit personnel. Plus tard, je partirai loin, dit-il, dans un pays où même un pauvre peut devenir un grand d'Espagne. C'est ce que dit Pacos à son frère. Où est-ce que vous l'envoyez, du coup, votre personnage? Quel voyage va-t-il réaliser? Il va aller dans ce qu'on appelait les Indes, c'est-à-dire les Amériques, les vice-royaumes de ce qu'aujourd'hui est l'Amérique latine. Il va se trouver en Nouvelle-Espagne d'abord, près de Panama, et après au Pérou, dans le vice-royaume du même nom. Il va voyager de Lima à l'Altiplano, puis au sommet des Andes, et redescendre dans la jungle amazonienne, puis il va parcourir d'autres régions. Il va faire, finalement, c'est un voyage aller-retour en Espagne, mais je ne veux pas trop spoiler, je ne veux pas trop gâcher la lecture avec trop d'informations.
Et voilà, c'est un long voyage plein de péripéties en tout cas. Et vous avez voyagé avec lui, Juanjo Guarnido. On va raconter ce voyage dans l'imaginaire, mais aussi dans les faits que vous avez fait pour réaliser cette bande dessinée. Voyage dans le temps aussi, puisqu'il est déjà 12h21 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Avant le voyage dans les Indes fourbes, cette bande dessinée que vous avez réalisée avec le scénariste Alain Hérol, sortie aux éditions Delcourt. Avant le voyage, il y a les belles pages dans l'histoire de votre pays, à la cour du roi d'Espagne, où l'on retrouve la bouille de l'infante Marguerite, croquée par Velázquez, et même le chien des Ménines, exposé au Prado à Madrid. Velázquez, lui, il peignait à l'huile pour retrouver le grain de l'époque. Est-ce que vous avez dû, vous, en passer aussi par la même matière, par la même palette que des peintres du XVIIe? J'ai essayé au moins, mais en changeant de technique, en travaillant l'aquarelle comme je le fais. C'est difficile. Mais en tout cas, c'est clair que au niveau des lumières, des couleurs, des palettes, ça a été la peinture baroque espagnole, notamment Murillo et Velázquez, qui ont été la plus grande inspiration. Aussi d'autres peintres, même des peintres hollandais qui étaient très profus à l'époque, notamment dans la peinture de mœurs, où on voit des gens des classes moyennes et basses faire la fête, boire, les enfants aller à l'école, c'est très curieux. Et toute cette masse de sources de documentation a été terriblement utile. Donc vous vous êtes baladé dans les musées pour retrouver aussi ces références. Oui. Un petit peu dans des musées pour une documentation sur les armes de l'époque, les armures, d'autres objets, les bateaux comme on disait, des habits. Et puis un voyage au Pérou aussi a été fait parce que je trouve essentiel de visiter des lieux. Ce sont des lieux particuliers dont il faut transmettre l'aspect, la lumière, les espaces. Il faut les avoir visités. Oui, un voyage au Pérou pour apprendre la lumière et l'utiliser après avec votre aquarelle fétiche. On voit aussi que votre passage aux Beaux-Arts vous a appris à cadrer des images sûrement d'une certaine manière et que vous réutilisez ce savoir-faire en bande dessinée aujourd'hui. Sur la fabrique, les forces et les faiblesses du dessinateur. Écoutez les mots de Régis Loisel. Je dessine à travers mes faiblesses, ça effectivement, comme vous le disiez, moi je suis un tricheur, je fais illusion, mais je me considère pas comme un grand dessinateur. Il y a des gens qui m'épatent, qui vous descendent un dessin comme ça, c'est ahurissant, quoi. Je dis, comment il fait? Moi, par contre, je peine, donc évidemment, et quand ça s'arrête aux cuisses, c'est très bien pour moi. Après, j'ai du mal à finir les genoux, une belle articulation des genoux, et puis ensuite les pieds, ça n'en parlons pas. J'ai toujours ce petit problème-là, donc soit je les mets dans l'eau, soit des herbes hautes, etc. Et ça a créé, en fait, surtout à travers la quête, ça m'a forcé à créer un style de narration et surtout un style de cadrage. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire une bande dessinée toujours en essayant de cacher les oreilles, les pieds, enfin vos faiblesses. Donc il faut les contourner. Donc il faut en faire un allié. Il faut pas que personne ne m'a jamais fait la réflexion en disant ah tiens c'est bizarre, on voit jamais tes pieds ou on voit jamais ceci ou cela. Mais c'est parce que je sais pas les faire et que je truquais suffisamment pour que les gens ne se rendent pas compte. Régis Loisel, invité de la Grande Table au micro de Raphaël Bourgois en mai dernier, célèbre dessinateur, scénariste de bande dessinée, auteur notamment de La Quête de l'oiseau, du Temps et de Peter Pan. Loisel qui a signé la préface du premier tome de votre série Black Sad, où il disait « Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'honneur et le privilège de parler d'une bande dessinée aussi racée. Merci Juanjo ». Et vous, où est votre talon d'Achille à vous, Juanjo Guarnido? Déjà, je dirais que Régis il se présente bien modeste en disant qu'il ne sait pas dessiner les oreilles et les pieds. Là, je pense que tous ses collègues dessinateurs auraient quelque chose à redire là-dessus. Et puis,
Salon d'Achille, je sais que ça. Rabaté, je l'ai entendu dire une fois. Je regarde mes planches, je vois que les défauts. Et moi, c'est pareil. Je vois que les défauts, que les manques, que des raccourcis un peu mal fichus, des couleurs ratées, des manques de subtilité. Par moments, j'aimerais avoir d'instinct des palettes de couleurs plus créatives, plus intéressantes qui me viennent en tête. J'ai énormément d'hésitation à créer du contraste, à faire fondre dans le noir des grandes parties de mon dessin. J'ai énormément de peur, mais bon, c'est un rapport de peur et de passion à notre travail, je pense, pour la plupart d'entre nous. La peur, elle se maîtrise avec le travail et avec l'expérience peut-être. Marvel, Disney, des comics au studio, des expériences assez étonnantes quand on regarde aujourd'hui cette bande dessinée-là, Les Indes fourbes, de se dire que vous êtes passé par là. C'est peut-être aussi durant ces années que vous vous êtes formé, bien plus que formaté. Vous en avez vraiment profité en marge de ces expériences-là pour vous forger un style propre. Pas en marge, précisément grâce à ces expériences-là, parce que vous disiez tout à l'heure que les cadrages de mes cases, j'avais appris peut-être ça aux Beaux-Arts, et je vous dis pas du tout. Aux Beaux-Arts, j'ai appris un petit peu des techniques traditionnelles, mais pas du tout ça. C'est dans le dessin animé que j'ai appris à travailler mes cadrages. Et Marvel, souvent, dans la bande dessinée européenne, on me dit vous êtes un petit peu à part parce que vos dessins sont particulièrement dynamiques. Je suis pas le seul, je suis pas à part. C'est pas du tout la question. Je pense qu'il y a énormément de dessinateurs de ma génération et postérieure qui ont une certaine liberté pour traiter les mouvements, la dynamique des personnages. Par contre, on me dit souvent, ça vient de l'animation, et là, ça vient en partie de l'animation, mais ça vient surtout, justement, de la lecture des bandes dessinées Marvel, des super-héros qui ont des attitudes beaucoup plus dynamiques qu'en général les BD franco-belges. Suicide. A bereaved daughter and a missing man. I just hope you prove your professional worth before the day is over. My job? Find Bobby Yale, a rising star from Joe Dunn's boxing gym. If you find Yale and he fights, I'll be able to pay you whatever you ask for. I confess. Voilà, ça c'est pour les aficionados. Il faut dire que vient de sortir le mois dernier le jeu vidéo très attendu Black Sad and the Skin, inspiré de votre série de bande dessinée, la série Black Sad, 5 tomes déjà, dans une atmosphère de film noir avec votre détective privé à tête de chat qui reprendra du service dans un 6e volume annoncé pour 2020. On espère que vous y arriverez et que vous le boucleriez. Oh, je vais pas y arriver. C'est pour bientôt, hein? C'est un peu ambitieux de dire fin 2020, mais bon, on fait le possible. On travaille dessus. Oui, avancez. Voilà un jeu vidéo en attendant. Merci beaucoup à vous, Juanro Guarnido, d'avoir été autour de cette grande table. Les Indes fourbes, sorti donc aux éditions Delcourt, co-signé avec Alain Hérol. Merci d'avoir été avec nous. Je vous indique aussi juste la réédition en français dans une nouvelle traduction aux éditions iLatina de la bande dessinée culte en intégrale La Grande Arnaque et l'Iguane, chef-d'œuvre de Carlos Trillo et Cacho Mandrafina, créé en 1989. À tout de suite pour la seconde partie de la Grande Table.